Vous êtes en direct de l'université du MEDEF, ici même à Lille, et nous allons assister au débat sur les business models animé par Isabelle de Koopman. Tu l'as? Bah non, j'ai rien. Ah, c'est avec mon téléphone que tu fais ça? Mon Dieu, il sait faire ça. Attention, il te voit. Oui, oui, on te voit en direct normalement. Ça va s'enregistrer. Si, ça y est, regarde. Ouais, mais regarde, moi je l'ai. Mais mets à jour. Ah, c'est bien. T'es en direct, toi. Ah, c'est bon. Un petit peu en décalé. C'est pas grave. On va attendre le retour de l'équipe. Tu regardes, Victoria? C'est riche et de la matière, donc On a plein de likes là, c'est parti. Attention, vous allez sur FCE, vous descendez. ça va. Oui, là, si. Bah, je sais pas. Ouais, allez-y, regardez, mais normalement vous devriez. Sur Facebook. C'est ouvert en plus. Recharger la page. Descendez. Faut recharger la page. Si vous voulez vous connecter pour pouvoir lancer des messages, vous allez sur la page Facebook des FCE Grand Lille et vous êtes en streaming en direct. Donc voilà, on va vous entendre et tout ça. On va surtout voir mesdames en train de débattre. Et vous pouvez aussi commenter et donner des avis et envoyer à votre réseau surtout. Voilà. Si on éteint un peu, ça te pose un problème? Ouais. Ah oui. Ou alors il n'y a pas de. Si, il y a peut-être des stores à tirer. C'est quel groupe sur Facebook? C'est FCE Grand Lille. FCE Grand Lille sur Facebook. Faut resserrer de temps en temps. Oui. Parce que... Oh, c'est trop fort. Pardon. Je dis je suis contente. Parce que ça va être, la vidéo va être enregistrée sur Facebook.
récupère, je pense, les personnes préinscrites. Vous êtes sur Bali. Qui essaie de récupérer des sacs à la pêche. Apparemment. Et nous allons démarrer. Donc. Ah non, on attend Émeraude. Elle est partie où? Elle a dit qu'elle a rendez-vous. Ah, d'accord. Donc on attend pas. Ouais. Bien. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je vais me mettre ici. D'accord. Là, d'accord. Ça va. Merci d'être venu. On va démarrer, bien qu'on avait a priori un peu plus d'inscrits, mais on va démarrer, ça va les faire venir parce qu'on a quand même beaucoup de matière. Donc, top départ. Voilà, donc l'association des femmes chefs d'entreprise est vraiment très heureuse d'être associée à cette journée MEDEF, étant donné que le fil rouge c'est le possible. Nous, le possible, aux femmes chefs d'entreprise, on aime ça, puisqu'on a l'habitude de dire qu'être femme et dirigeante ou chef d'entreprise, c'est possible. Donc la thématique du possible, on aime beaucoup. Donc pour traiter le possible dans un autre domaine de l'innovation, on aura la chance d'écouter trois personnes. Une personne qui va nous expliquer un petit peu les limites de l'innovation, à la fois dans la rupture ou bien dans l'innovation incrémentale. Et ensuite, à travers les témoignages, on va rebondir sur le développé du sujet. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle de Kopman, qui est donc professeure en stratégie marketing à Schema, qui est intervenante APM. Alors Isabelle a une grande expérience sur le sujet, puisque elle a, au cours de son actif, rencontré plus de 1500 dirigeants d'entreprise, à la fois dans tout secteur d'activité, sur tout le territoire et à l'international. Donc un parcours très riche et une expérience que l'on va pouvoir partager donc, avec deux exemples et deux témoignages très précis. Donc également très heureuse d'accueillir Catherine Gaillet, présidente dirigeante de Rouge-Gorge Lingerie, une entreprise qui a été créée, je crois, en 1950. Ah non, enfin ça dépend si vous prenez fil d'art, mais sinon 92. 92, donc 55 c'était fil d'art, en fait, c'est issu fil d'art. Voilà. Donc Catherine va nous parler des innovations en matière de canaux, donc de cross-canalité, innovation incrémentale. Et ensuite, très heureuse également d'accueillir Blandine Pessin, qui est directrice générale de l'UTI. Donc les bonbons, ça je pense que tout le monde connaît. Donc Blandine va nous parler des innovations radicales et notamment de l'innovation au travers de la 3D, quelque chose qui va certainement nous chambouler un petit peu. Voilà, donc évoquer ce qu'une fabrication aujourd'hui dans le process industriel peut être bouleversée, et on va être dans une innovation de rupture. Voilà, donc je vous laisse la parole. Un grand merci d'être venu, et puis on est tout ouïe à vous écouter et à partager. Merci Isabelle. Donc, je vais mettre un petit chronomètre. Donc bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Alors nous sommes en direct effectivement sur les réseaux sociaux. Ce sera filmé et puis aussi ensuite relayé. Hein. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez récupéré les codes, de tweeter et de donner votre avis autour de cette conférence débat. Alors, nous avons la chance effectivement d'accueillir, hein, comme le disait Isabelle, deux directrices générales qui portent aujourd'hui l'innovation et le changement. Alors au travers de ma présentation, hein, qui a été faite, merci Isabelle, par Isabelle Ottebar. Bon, je suis aussi très investie dans l'association Femmes Chefs d'entreprise, même si moi-même je suis professeur-chercheur et docteur en stratégie et en marketing. Alors pourquoi cette rencontre aujourd'hui? Pourquoi ce débat? Nous avons souhaité, mais surtout moi en tant que chercheur, et notamment en accompagnant des dirigeants au travers de l'APM, j'ai souhaité réhabiliter certaines formes d'innovation que l'on a tendance effectivement à négliger depuis 3 ou 4 ans, puisque nous entendons parler de rupture, nous entendons parler de disruption. Alors c'est important, mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple, surtout quand nous sommes face à des entreprises établies qui existent depuis de nombreuses années. Alors il est beaucoup plus
facile, voire évident dans la dynamique même de créer de la rupture, d'arriver dans un océan de rupture ou de disruption quand on est une start-up. C'est beaucoup plus complexe et parfois dangereux même d'oser la rupture, voire la disruption. Alors l'idée est de comprendre qu'aujourd'hui on a une obligation, enfin les entreprises ont une obligation d'innover. Alors pourquoi est-ce important pour des organisations d'innover? C'est aujourd'hui les clés du développement sont liées à l'innovation. Quelle que soit sa nature, on a souvent tendance, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai beaucoup de vidéos postées sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. Pour ceux qui me connaissent un peu, je travaille bien sûr sur l'impact des usages et pratiques des technologies sur les business models traditionnels. Donc comment aujourd'hui la technologie va impacter le domaine de la lingerie, le domaine de l'alimentaire. Mais j'ai souvent, mon fer de lance, c'est de se dire attention, arrêtons de lier innovation et technologie. Aujourd'hui, 80% de l'innovation des PME françaises est directement liée à des innovations business model. On verra tout à l'heure, après les témoignages de Catherine et de Blandine, ce qu'est réellement un modèle économique, c'est penser différemment le processus de création de valeur. Ça, c'est fondamental. Alors, pourquoi est-ce également important d'innover? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une accélération extrêmement importante des cycles d'innovation. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on est sur un raccourcissement dans le domaine de l'automobile. Nous avons sorti un livre blanc pour les Échos qui sera publié la semaine prochaine. J'explique que dans le domaine automobile, on est passé de 17 à 18 mois à des cycles d'innovation de 24 voire 48 heures pour une impression d'une voiture en 3D par Local Motors. Nous avons un ancien étudiant qui est Damien, qui vient de la région Nord à New York, qui porte le projet. Voilà. Donc on est sur des modèles, on est sur des raccourcissements de cycles qui sont extrêmement importants, et on sait que l'innovation, alors on parle aussi beaucoup d'innovation collaborative, nous parlons beaucoup de collaboration aujourd'hui. L'innovation collaborative sera pratiquement le seul moyen pour des PME aujourd'hui d'être capable de soutenir ce flux intensif d'innovation, puisque l'avantage concurrentiel va reposer sur votre capacité à innover. Alors, donc c'est très important, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ces modifications, on est en période de transition, depuis ce matin, si vous avez assisté à la plénière, on parle de transition, on parle de mutation profonde, donc c'est une réalité. Il faut savoir que cette transition, elle est portée bien sûr par les technologies, mais surtout par les usages liés à ces technologies, qui sont à l'origine, on en a parlé ce matin, M. Caron en a parlé beaucoup, c'est l'économie de la fonctionnalité, on va vers les usages, on va vers les services, on voit émerger de plus en plus de modèles C2C, on a aujourd'hui une modification très très importante des écosystèmes, on a parlé d'écosystèmes, et là on est sur des écosystèmes innovants. Il faut savoir que cette révolution technologique va générer en fait des effets comportementaux et sociétaux extrêmement importants et va chambouler des pans entiers d'activité. Donc elle repousse les lignes, elle fait parfois sauter des lignes existantes. Quand j'ai des industriels et que je leur explique qu'avec la 3D aujourd'hui dans l'industrie lourde, on n'a plus d'économie d'échelle. Il faut savoir que les économies d'échelle ont régi en fait nos activités depuis toujours. Donc c'est un vrai changement de paradigme. Donc là c'est important de le comprendre. Pour qu'une entreprise aujourd'hui puisse réagir à cet environnement extrêmement changeant, il faut qu'elle se dote, et c'est ce qu'ont fait Blandine et Catherine au sein de l'entreprise, il faut absolument qu'elle se dote d'un business model flexible. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de modèle économique flexible, vous ne pourrez pas en fait vous adapter de façon extrêmement rapide à ces mutations environnementales, comportementales, technologiques, sociétales. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Alors, innover, il ne s'agit pas d'innover pour innover. Vous allez voir, on a la chance d'avoir deux témoignages fondamentalement différents. Pourquoi? Parce que dans certains secteurs d'activité, on a plutôt intérêt effectivement à travailler sur l'innovation de routine ou l'innovation incrémentale. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Dans d'autres, on peut oser la rupture, mais attention, il n'y a pas de modèle unique. Faites très attention, c'est pour ça que j'ai voulu réhabiliter l'incrémental, la radicale et la routine surtout, puisque le profit, il y a encore énormément de profits qui sont générés par les innovations de routine et les innovations incrémentales.
Donc ça c'est important. Il faut mettre en place une véritable stratégie d'innovation. Ce qui est valable pour une entreprise n'est pas valable pour une autre. Ce sera directement lié à la nature de l'activité de l'entreprise, à la maturité du secteur. C'est pas parce qu'aujourd'hui certaines entreprises font de la 3D que tout le monde va aller vers la 3D. C'est pas parce que certaines entreprises font du collaboratif ou du crowdsourcing que tout le monde va aller vers le crowdsourcing. Donc attention, prendre en considération les spécificités du secteur, et cette innovation, cette stratégie d'innovation doit être construite en fonction de vos facteurs compétitifs spécifiques que vous cherchez à atteindre. Ça, c'est fondamental. Et depuis 3 ans, effectivement, on dénature des innovations de routine et incrémentale, et on ne parle que de rupture, et vous allez voir que c'est pas si évident que ça d'aller sur le territoire de la rupture, sachant qu'on ne sait pas réellement ce qu'est une innovation de rupture. Alors, nous avons en fait, globalement, 2 grands territoires aujourd'hui, des bassins d'innovation, donc si on veut si on veut utiliser ces termes. Les premières, et on a la représentation ici au travers de nos 2 témoignages, de Catherine et Blandine. On a dans un premier temps l'expansion de l'activité, des innovations qui vont permettre l'expansion de l'activité actuelle. C'est exactement ce que fait Catherine, bon Blandine aussi, hein, mais Catherine, c'est-à-dire que on se focalise aussi sur ce que l'on sait faire, d'accord ? On optimise aussi ce que l'on sait faire, voilà, et on va innover autour de son cœur de métier, de son activité historique. Donc ça, c'est un territoire d'innovation qui génère encore beaucoup de profits, qui aujourd'hui permet de préserver les activités historiques de beaucoup d'entreprises établies. Hein. Je vous rappelle, nous sommes dans un contexte d'entreprise établie. Hein. Si on parlait de start-up, j'aurais un discours qui est complètement différent. Je suis très investi à Euratech, je suis pas mal de start-up, on n'est pas du tout dans le même discours. Hein. Parce que les start-up sont là justement pour venir chahuter les entreprises établies, hein, d'accord, ou éventuellement compléter en termes de technologie. Deuxième grand territoire d'innovation, ce que l'on appelle qui vont permettre de générer de nouveaux axes de croissance. Donc des nouveaux segments, des nouveaux marchés, des nouveaux BM. Clairement, hein, quand Blandine vous expliquera ce qu'ils font chez Utility, c'est juste incroyable et exceptionnel. Elle va elle va tester effectivement un nouveau modèle, elle va éventuellement chercher une nouvelle cible, alors optimiser, offrir quelque chose de différent à sa cible actuelle. Voilà, on est sur des évolutions différentes. Mais comme je le disais tout à l'heure, attention, il n'y a pas de solution unique. Quand on monte une stratégie d'innovation, on prend en considération la nature de l'activité, la taille de l'entreprise et la maturité du secteur. C'est fondamental. Donc, alors, nous avons en fait différents types d'innovation que je vais expliquer brièvement avant de passer la parole. Je regarde juste le timing, c'est parfait, j'ai même de l'avance. Avant de passer la parole à Blandine et à Catherine. Alors, l'innovation, comme je vous le disais tout à l'heure, facteur clé de performance. D'accord ? Innovation indispensable dans un environnement extrêmement chahuté. Hein, donc ça, c'est une évidence. Être capable de réinventer son business model pour survivre, c'est également aujourd'hui incontournable. Mais au-delà du modèle économique, il faut également revoir, hein, ce que font très bien ici Blandine et Catherine, également de façon dynamique, sa stratégie, sa vision, hein, puisque quand on va effectivement tester des innovations, ça réinterpelle en fait la stratégie de l'entreprise. Il faut savoir que si nous évoluons sur des marchés dynamiques, à des marchés dynamiques, nous devons opposer en fait des stratégies dynamiques. Hein. Donc la planification stratégique à 5 ou 10 ans, comme on le faisait dans les années 80, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est effectivement tester des opportunités stratégiques et être capable de les transformer en trajectoire de croissance. Alors, quels sont en fait ces différents types d'innovation ? Nous avons dans un premier temps l'innovation de routine. Alors, routine, c'est déjà un caractère un peu péjoratif. Hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier numéro de Harvard Business Review, il réhabilite aussi l'innovation de routine, hein, en alertant aussi sur les risques parfois de la rupture pour des acteurs établis. Alors la routine, c'est faire ce que l'on sait, optimiser ce que l'on sait faire, conforter ce que l'on sait faire, choyer effectivement, s'occuper des clientes, de sa cible que l'on a actuellement. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on prend par exemple des gens comme Windows, hein, Windows 6, 7, 8, 9, Intel, avec l'optimisation effectivement de la puissance en fait des puces, c'est de la routine et je peux vous dire que ça génère des millions de dollars. Hein, d'accord ? Donc il y a encore effectivement des gisements qui sont très très importants dans l'innovation de routine. Bon. Nous avons ensuite l'innovation incrémentale, l'innovation de soutien. Alors là, on est en fait sur une dimension, si je prends en
qualifiera après je reprendrai la main avec Blandine et Catherine pour qualifier ce qu'elles vont vous expliquer. Ça nous permettra de voir ce qui relève de la routine, du soutien, de la rupture. Voilà. Incrémental, on va en fait optimiser l'existant. Ça c'est important de le comprendre, mais je rédigerai un petit post après pour aussi détailler tout ça sur LinkedIn. L'incrémental, c'est on va optimiser ce que l'on sait faire, d'accord? Donc ça peut être, par exemple, aujourd'hui, on a un magasin physique, on va rajouter un canal digital. On va rajouter une technologie au service de l'activité existante, d'accord? Alors on va optimiser, vous le verrez tout à l'heure, certaines composantes du modèle économique, mais globalement, en termes d'offre finale, ça n'aura pas réellement d'incidence, d'accord? C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, si j'achète un sous-vêtement, que je l'achète par internet ou que je l'achète en magasin physique, le produit en tant que tel reste le même, l'offre reste la même. Par contre, je facilite effectivement le parcours d'achat de la cliente, ce dont nous parlera Catherine. Donc l'incrémental aussi, c'est important. Donc quand on parle d'innovation incrémentale, le consommateur, dans l'offre finale, n'est pas impacté. Donc ça, c'est important, c'est ce qui fait la différence entre la radicale et l'incrémentale, et on ne connaît pas réellement ce type d'innovation. Alors la radicale, elle commence à être beaucoup plus impactante pour le marché final. C'est-à-dire que là, vous allez en fait étoffer votre offre, d'accord ? Vous allez étoffer votre offre, vous allez amener quelque chose d'additionnel à votre cible actuelle. Quand je prends par exemple un bonbon 3D, le bonbon 3D, elle vous l'expliquera, Blandine, c'est de la customisation, c'est de la personnalisation. Toutes les initiatives qu'on suit très près dans la région, puisque je fais pas mal de clubs APM, je connais bien, je fais partie du PICOM aussi, donc le pôle de compétitivité retail. Tout ce qu'on est en train de faire avec Boulanger, ADO, voilà, toute la galaxie ici, mais aussi ce que j'ai pu voir, on parlait de la Vendée tout à l'heure, je suis allé en Vendée, c'est juste incroyable, quoi. J'ai fait 4 clubs APM en Vendée, ils sont dans une logique d'innovation extrêmement importante. Donc là, tout ça, toutes ces innovations radicales, le fait de pouvoir permettre à des consommateurs de faire de la customisation, de la personnalisation, de proposer des services associés, par exemple des services associés aux objets connectés. Là, on va optimiser l'offre, c'est-à-dire que le consommateur final est touché, et on appelle ça de l'innovation radicale. Alors on a ensuite ce qu'on appelle de la rupture. Alors certains ne font pas la différence entre la rupture et la disruption, puisque rupture en anglais c'est disruptif, mais disruption, mais je fais une différence, d'accord? Et vous allez voir que même si on creuse un peu, l'idée n'est pas de faire non plus un débat académique, mais je vous invite quand même à creuser ça ultérieurement. Généralement, la rupture, on a tous tendance à dire, par exemple, que Uber, c'est de la rupture. Uber, quand on regarde vraiment Uber avec des lunettes en fait d'académique et de stratège, Uber n'est pas un modèle de rupture. Parce qu'en fait, généralement, la rupture arrive en fait sur 2 segments spécifiques. Soit le marché bas de gamme, c'est-à-dire que c'est pour ça que ce sont souvent des startups qui arrivent avec en fait des services qui ne sont pas tout aussi bons que l'acteur établi. Nous, on est bien dans acteur établi, donc voilà, on va expliquer comment ils peuvent être attaqués effectivement aussi par des acteurs qui apportent la rupture. Donc, qui arrivent sur des marchés qui vont être considérés, effectivement, qui vont proposer une offre qui sera peut-être qui sera moins chère, bien sûr, qui sera moins peut-être qualitative que les acteurs établis. Mais l'idée, c'est de monter en puissance et d'arriver, effectivement, c'est comment ça se passait avec Airbnb. Vous avez vu qu'Airbnb a annoncé qu'il se lançait dans le B2B. Donc aujourd'hui, ils veulent être la plus grande agence de voyage au monde. Donc il y a un vrai changement de positionnement par rapport à Airbnb. Donc c'est progressivement en fait monté en gamme. Et à partir du moment où effectivement les clients marginaux qui avaient recours aux produits, à l'offre qui était proposée par les acteurs qui portaient la rupture, à partir du moment où ce qu'on appelle la clientèle phare, en fait, les acteurs établis sont détournés vers la rupture est clairement ressentie. Voilà. Donc en fait, normalement, ça arrive soit par des marchés bas de gamme, donc je vous dis, c'est de la rupture, si progressivement ça arrive, ça monte en niveau qualité. Alors généralement, une rupture, on le voit bien sur les taxis, Uber a fait monter le niveau de service et prestations des taxis, ils ont dû se bouger. Quand vous avez une rupture qui arrive sur un secteur d'activité, alors ça parfois, bien sûr, au niveau des prix, ça génère une baisse de prix. Par contre, ça fait monter en gamme en termes de qualité. Puisque là, on se positionne différemment sur la courbe coût-valeur. Et ça réinterpelle en fait les acteurs. Ou alors, ce sont sur des nouveaux marchés. Des nouveaux marchés, vous avez des acteurs qui arrivent sur des marchés qui n'existent pas, avec des consommateurs qui n'existent pas. Et on crée en fait un besoin, un nouveau marché, un nouveau modèle économique pour aller chercher effectivement, pour créer
un marché, une chaîne de valeur qui n'existait pas au préalable. Alors que dans le premier cas de figure, les acteurs de la rupture arrivent en fait sur une chaîne de valeur établie et viennent chahuter en fait cette chaîne de valeur. Alors, la rupture globalement, c'est là où moi je fais une différence. Aujourd'hui, Airbnb cohabite tout à fait avec l'hôtellerie, cohabite tout à fait avec d'autres formes de logement. On a aujourd'hui Uber cohabite avec les taxis, avec d'autres formes de transport. Donc moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a une cohabitation, d'accord, où on va faire coexister plusieurs modèles économiques, on a des modèles qui sont des modèles de rupture, mais ça n'est pas disruptif parce que ça ne vient pas balayer ce qu'il y avait au préalable. Là, la région m'a demandé de réfléchir, donc je réfléchis avec les gens de Centrale, l'école des mines et l'île 2, donc par le centre Inotep. Donc on a fait pas mal aussi avec Luc Doublet, avec Rabot du Tilleul, Bouygues. Je réfléchis sur l'impact de la 3D dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Voilà, donc on a une vraie réflexion de poser. Idem pour le textile, avec le concept de prêt à imprimer. Si demain, quand je dis demain, pour moi 2025 c'est demain, parce que bouger des groupes comme ADO ou Auchan ou des industries lourdes, dans l'aérospatiale il n'y a pas très longtemps, c'est 2025, c'est demain. C'est effectivement de se dire, si demain on n'envisage plus d'acheter du vêtement qui n'est pas fabriqué à la maison, si demain on n'envisage plus de construire autrement qu'en 3D, on sera sur de la disruption. Voilà. Donc ça c'est important de le comprendre. Donc attention au niveau de la disruption. Pourquoi généralement vous ne la voyez pas arriver? Alors on a des précurseurs, hein, c'est très bien. Pourquoi vous ne la voyez pas arriver? Parce que c'est un processus. Aucune technologie, aucun produit n'est disruptif par nature. C'est la façon dont il va attaquer le marché et la façon dont il va effectivement prendre des parts de marché, se positionner dans le marché, qui va faire qu'à un moment donné, effectivement, il va aller capter en fait une clientèle historique, d'acteurs historiques, et qui va se positionner comme étant de rupture, et s'il balaye effectivement les modèles précédents comme étant disruptifs. Voilà. Donc attention, par contre, ce que je conseille souvent, ne surréagissez pas. Si vous êtes attaqué par des modèles de rupture, moi souvent je dis aux adhérents APM, vous ne tirez pas une balle dans le pied. Hein. N'oubliez pas que votre cœur de métier, c'est ce qui tire votre activité. Le problème, c'est que quand on teste, quand on va vers de la rupture et qu'on est un acteur établi, il faut le gérer avec beaucoup de précaution. Hein, dans la région, je dis souvent, on est en train de tester le business model de la location et le business model de la vente one-shot. Il y en a qui testent le même modèle dans le même magasin, dans le même rayon. Il y en a qui ont choisi de faire une structure digitalisée pour tester le modèle de la location. Moi, je les observe, voilà, je les connais parfaitement. Celui qui teste ça au sein du même rayon va accélérer l'économie de la fonctionnalité, parce que si vous achetez une perceuse et que vous ne savez pas que vous pouviez la louer, effectivement, vous allez être tenté de le faire. Donc on va accélérer peut-être le phénomène d'économie de fonctionnalité. Mais attention, encore faut-il avoir conscience du niveau de cannibalisation que ça a sur notre activité historique. Donc parfois on crée une structure différente, parfois effectivement on forme une équipe différente pour gérer ces structures au sein de firmes établies qui vont porter la rupture et qui vont par tâtonnement effectivement voir comment réagit le marché pour bien sûr ne pas non plus avoir trop de retard par rapport à des startups qui arriveraient avec ces modèles-là. Mais attention de ne pas surréagir. Hein, préservons aussi ce que nous savons faire, préservons notre cœur de métier, préservons les innovations peut-être un peu plus traditionnelles. Et je vous rappelle que 80% des innovations françaises sont aussi portées par simplement une façon de penser différemment le processus de création de valeur. D'accord ? De la partager, de la capter. Voilà. Donc je vais passer la parole à Blanditch. Est-ce que je suis dans les temps? 20 minutes. Catherine, pardon. Alors, attendez, Alors, Catherine, sur papier. Ah oui, ça change. Ah oui. J'ai fait exprès de mettre des photos, là, écoutez. Le micro est obligatoire, vous m'entendez sans micro. C'est pour le... Sans micro, c'est mieux? Ça vous va pour vous? Avec, c'est mieux. C'est mieux Oui, avec. pour les réseaux sociaux. Ah, c'est mieux avec, vous le savez. Bon, je déteste, mais on va faire avec. Voilà, donc avant de vous parler de transformation digitale, Isabelle a bien évoqué que Rouge-Gorge est une entreprise établie. Plus de 20 ans dans un métier de retail, c'est une entreprise établie. Pour autant, on a encore une taille qui nous permet, je vous le dirai à la fin,
d'avoir un comportement qui se rapproche peut-être de certains, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, start-up. On pourrait parler de beaucoup de choses. Nous, on va évoquer plutôt ce qu'on appelle l'innovation de routine ou incrémentale par rapport à ce que nous faisons. Et avant de vous montrer vraiment 2-3 petites choses, hein, puisqu'on a une dizaine de minutes, c'est que moi je crois beaucoup à 2 choses par rapport au business model. Alors c'est pas contradictoire avec ce que vient de dire Isabelle, c'est que je pense que pour pouvoir continuer à avoir des entreprises qui performent, ou en tout cas vont chercher la performance, il faut savoir ce que vous voulez apporter à votre marché, donc avoir une vision extrêmement claire. Et une vision, c'est une vision très lointaine. Je parle bien de vision, je ne parle pas de business model. C'est qu'est-ce que vous voulez apporter, quel que soit. Ça va vous donner une orientation et ça va surtout vous permettre d'avoir une ouverture à ce qui pourrait exister demain. Parce qu'avoir une vision vous oblige à être très curieux et à regarder très loin. Et si vous regardez très loin, vous ne voyez pas tout, mais vous observez un certain nombre de choses. Alors que si vous regardez que du court terme, c'est-à-dire en processus permanent, d'amélioration continue, vous oubliez le long terme. Donc nous, on travaille beaucoup, c'est une caractéristique des entreprises de la famille Munier, avec une vision qui nous projette, mais ce n'est pas une vision technique, hein, c'est vraiment une vision de ce qu'on veut apporter sur le marché. Et le deuxième driver, en tout cas que nous, on essaye, on parle de la cliente. Alors, du client ou de la cliente, parce que on a beaucoup de femmes, mais on a aussi des hommes qui achètent. Et quand vous avez cette vision et que vous écoutez vos clientes, c'est-à-dire ce qu'elles veulent, comment elles le veulent, quand elles le veulent, vous avez ces 2 drivers-là, vous pouvez continuer à faire bouger votre business model. Parce qu'après, je crois que la technologie aujourd'hui, j'en discute souvent avec ce qu'on appelle aujourd'hui des directeurs de systèmes d'information qui sont plutôt des innovants, et ils sont très très innovants, hein, c'est plus de l'informatique comme on l'a connu. La technologie pourra presque tout, ou peut tout. Et donc je suis d'accord avec Isabelle, l'innovation n'est pas la technologie. C'est la manière dont vous voulez conduire votre métier pour votre cliente ou pour vos clients. Voilà, donc ça c'est mon introduction, mais très rapide. Alors, hop, je ne sais pas comment tu... C'est pas le même ordinateur pour passer au suivant. D'accord. Non, j'ai tout bougé, voilà. Alors, je vais prendre juste l'angle. Donc, du coup, nous, en faisant ce travail de vision et en travaillant ce travail de cliente, ce qui nous a impacté dans nos éléments très, très forts de business, je ne sais pas si je vais utiliser d'ailleurs ce support, c'est ce qu'on appelle la transformation digitale de la manière dont on va consommer. Et nos clientes, les premières, c'est-à-dire qu'avant, nous avions en entreprise établie que les magasins. Et aujourd'hui, notre cliente, elle veut acheter sur un site web, elle veut acheter sur des marketplaces, elle veut acheter sur vite fait, elle veut être livrée en 1 heure, elle veut être livrée en 2 heures, elle veut pouvoir commander sur un site, aller chercher en magasin. Et donc, si vous ne mettez pas ça en place, eh ben, vous avez des gens qui vont arriver, qui vont vous le mettre en place, et vous allez devenir complètement à côté. Donc, on a mis en place des process aussi de management de transformation digitale de l'entreprise, où aujourd'hui, on a un site web, on a un magasin. Une cliente peut réserver à partir du site web sur le magasin, venir le chercher. Elle peut se faire livrer. Elle peut aller acheter à la Redoute, demain sur Amazon, même si je m'appelle Rouge-Gorge. Voilà, on n'est pas encore sur Amazon, mais on est sur la Redoute. Et on doit travailler d'autres formes, parce que la cliente, elle veut pouvoir acheter quand elle veut, comme elle veut. Et donc, on a fait bouger, et ça, c'est la vision qui nous a, il y a quelques années, permis de dire, de toute façon, on n'achètera pas tout le monde dans un magasin avec la même chose. Et c'est la même cliente qui veut passer 3 heures en magasin et qu'on s'occupe d'elle, et puis un autre jour pouvoir commander son produit tout de suite. Donc je pense que c'est à partir de ce moment-là où nous, on a beaucoup travaillé notre innovation de routine et on a mis en place un certain nombre d'éléments technologiques pour incrémenter des innovations et permettre à notre business model de bouger. Donc quand on parle d'élargissement de l'offre, c'est autre chose. Nous, on a observé que le choix est devenu infini. Si vous prenez le choix d'Amazon, il est infini. Si vous proposez une offre très très courte, à un moment donné, vous pouvez être chahuté. Donc vous devez augmenter votre offre. Mais nos magasins ne sont pas extensibles. On ne va pas faire des magasins de 3000 m². Et donc vous pouvez travailler grâce à des innovations à bouger les murs virtuellement parce que vous avez une offre sur votre site qui est très très importante. Le magasin peut la proposer à partir de tablettes ou d'autres éléments.
Donc vous voyez, vous mettez en place un certain nombre d'innovations très technologiques au service de votre business model, mais qui est au service de votre cliente, qui est même au service de votre vision. Et quand vous faites ça, vous alimentez les différentes choses. Alors, c'est pour ça que je voulais vous dire, si on parle beaucoup d'autres éléments qui nous ont permis, nous, d'ajuster l'expérience client. On pense aussi, puisque je vous ai parlé de cliente, que c'est ce qui va nous aider à faire bouger notre business model traditionnel d'entreprise établie. Par exemple, nous, on pense qu'il n'y aura plus dans les magasins demain d'encaissement et d'un endroit physique pour encaisser. C'est fini. Donc, aujourd'hui, si vous ne l'anticipez pas, bien sûr que c'est pas demain matin, mais c'est parce qu'on a pu avoir des éléments de vision qui nous ont dit de toute façon, la technologie le permettra. Vous avez Amazon Go, pour ceux qui n'ont pas vu, qui ont déjà lancé du test. Donc vous allez rentrer, vous allez peut-être avoir des abonnements, et vous avez tous les mois 50 €, vous pouvez dépenser dans un magasin rouge-gorge. Ça, c'est après-demain, nous on y croit. Et puis vous rentrez, vous sortez, comment on va vous reconnaître? Ça, c'est sur nous, on travaille déjà là-dessus, sur la reconnaissance en magasin, où on travaille des pics d'activité. Donc vous avez déjà des endroits, mais ça existe déjà dans beaucoup d'entreprises, c'est pas propre à Rouge-Gorge, où vous pouvez payer à partir de smartphone. Donc l'encaissement en tant que tel, et du coup ça fait bouger beaucoup, ça fait bouger nos équipes, puisque le mode de vente n'est plus tout à fait le même. Voilà. Je pense que j'ai dépassé mes 10 minutes, non? Donc c'est bon. Ah bon, ben là, ça va. Donc nous, on travaille beaucoup sur tous ces éléments-là pour pouvoir ajuster l'expérience cliente. On est en train de tester des choses qui vont nous permettre la reconnaissance cliente, ça existe, sur des cabines interactives, sur la RFID, sur des affichages dynamiques. Mais j'ai envie de dire, tout ça, c'est de la technologie au service d'un business model qui doit s'adapter aux demandes et aux attentes de nos clientes. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, ce que nous, on a fait, au-delà de ça, ce que je mets là, c'est la posture digitale, mais au-delà de la posture digitale, j'en parlais avec Isabelle, c'est que nous, on croit beaucoup à l'innovation de posture, justement, ou l'innovation managériale, si on veut l'appeler comme ça. C'est-à-dire que vous devez être innovant dans la manière dont vous conduisez votre business ou dans la manière dont vous managez vos collaborateurs d'hier ou d'aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes. Et ils n'attendent pas les mêmes choses. Et donc, nous regardons beaucoup les startups, parce que nous devons prendre des startups, ce qu'elles apportent dans ces innovations de posture. Donc, nous faisons beaucoup de test and learn, nous devons garder de l'agilité, nous devons changer nos regards, nous devons bouger tous ces éléments-là pour éviter d'être à un moment donné dans des business models où on se dit oh, il est trop tard, quoi. On s'est fait dépasser. On a des gens qui sont venus sur nos marchés parce qu'on ne les a pas vus arriver. Isabelle le dit souvent, il est trop tard si on ne les voit pas arriver. Et donc, si vous avez cette posture un peu de start-up dans des entreprises établies, c'est plus facile chez Rouge-Gorge que chez ADO, une entreprise beaucoup plus importante que la nôtre. Mais nous, on y tient d'avoir cet esprit de start-up, de beaucoup tester, de demander aussi aux équipes ce qu'elles voient, comment elles le voient, pour qu'on puisse mettre en place cette agilité, cette flexibilité. Donc voilà, nous on est très routine, très incrémental, et on espère qu'un jour, il n'y ait pas quelqu'un qui arrive pour disrupter notre marché. Voilà, parce qu'on aura fait auparavant. Voilà, merci. Ce ne sera pas la même image. Non, On pourrait faire des suites symboliques. tu nous as amené des bonbons. C'est pas terrible pour la première image. C'est là, tu vois, c'est petit. Bonjour. Donc moi je vais vous parler d'une entreprise qui existe également depuis très longtemps, puisque l'outil existe depuis plus de 120 ans. Et nous, notre métier, c'est d'inventer, de fabriquer et de vendre du plaisir. Voilà. Donc
L'innovation est importante dans notre métier en général, puisque nous sommes sur un marché qui est fortement concurrentiel. Nous sommes le deuxième acteur du marché de la confiserie de sucre en sachet. C'est un marché qui est toujours en croissance. Et ce qui tire la croissance, c'est l'innovation produit. Donc nous sommes dans des logiques de lancement de nouveaux produits très réguliers, puisque nous lançons 5 à 7 nouveaux produits par an. Pour autant, ce n'est pas de ce type d'innovation dont je vais parler avec vous aujourd'hui, mais de quelque chose de différent et de nouveau. En fait, l'outil, c'est avant tout une marque qui a un ADN qui est très fort. Alors, je vais aller tout de suite sur l'ensemble des composants de l'ADN de notre marque. On dit qu'elle est folle et pétillante, on dit que l'outil, ça pique, et en effet, on est le leader du bonbon citriqué. On est une marque premium, on est fabriqué en France, on le revendique, on est fiers de l'être. On a une usine qui a une capacité de 50 000 tonnes, pas très loin d'ici, à Bondy, et dans laquelle on trouve toutes les technologies. C'est la plus grande confiserie de France, au sens de la plus grande confiserie dans laquelle on va trouver toutes les technologies possibles dans notre métier. Mais nous sommes avant tout et surtout des inventeurs. On a inventé le caramel Lutti, le fameux, le bonbon ou le double gum, le chewing gum en tube, le premier bonbon qui pique, qui est l'arlequin au goût parfaitement indéfinissable, et surtout le premier gélifié, qui n'avait pas un goût de fruit, mais un goût de bubblegum dans une bouteille, et donc le premier bonbon citriqué. Et nous sommes toujours le leader sur ce marché-là. Alors, je vais vous parler de totalement autre chose, mais qui est totalement connecté à cela. En fait, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que, en conservant notre business et en le développement, comment est-ce qu'on peut amener quelque chose de nouveau au consommateur qui va également apporter quelque chose de nouveau à l'outil, d'abord en termes d'image et peut-être en termes de business model, mais d'abord en termes d'image. Et qu'est-ce que le consommateur vient chercher aujourd'hui? Je parle de tous les consommateurs, les jeunes et les beaucoup moins jeunes. De plus en plus, on observe que l'on veut être unique. On veut de la personnalisation. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que nous, on peut apporter de la personnalisation. Alors on a travaillé sur une innovation qui est une innovation R&D. On a développé une formule qui nous permet, via des imprimantes 3D, de créer un bonbon personnalisé, je vais vous le présenter, en 3 minutes. Là où dans un processus industriel, il vous faut à peu près 24 heures pour avoir un bonbon qui aura la bonne texture et le bon goût. Alors une fois qu'on a développer cette innovation en interne. On a créé un gros projet transverse qui a généré énormément d'émulation. Ça, c'est super en termes de motivation collective pour les équipes. On a fait un test, parce qu'on ne savait pas très bien non plus comment le consommateur allait réagir. Donc, on a créé une boutique éphémère à Paris en mois de janvier. Une première journée dans laquelle on a invité que des journalistes et des blogueuses. Et le lendemain, le samedi et le dimanche, on l'a ouvert au public. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement formidable. On avait des gens qui étaient prêts à faire 1 heure de queue pour avoir leur prénom, un message, une forme en 3D. Ça nous a permis de tester un certain nombre de choses dont je vais vous parler derrière. Et on s'est dit, là, on a quelque chose. On a également beaucoup parlé de l'outil, puisqu'on a eu énormément d'articles sur le web qui ont été relayés. Et donc, on s'est dit, on y va, on a un projet. Et notre projet, ça a été de lancer un web store qui s'appelle le Lutti Lab et qui est de créer et de commercialiser des bonbons autrement. Alors on s'est dit, on y va en test. Les startups, elles démarrent dans un garage. Nous, on a une usine énorme, mais on va créer un garage dans l'usine. Donc cette petite image en bas, c'était une salle de réunion qui est à l'entrée de l'usine, et qu'on a transformé en garage, ce qui crée aussi beaucoup d'émulation collective, parce que tous les jours, tous les salariés passent devant notre garage et pouvaient, tout en continuant à travailler sur notre processus traditionnel, voir ce que l'on était en train de développer et voir ce qu'on continue à développer. Voilà, donc on s'est dit, c'est le concept du test and learn, on y va, et puis on va bien voir ce qui va se passer. On va bien voir comment est-ce qu'on va apprendre, comment est-ce qu'on va grandir et comment est-ce qu'on va apporter des choses nouvelles en fonction également de ce que le consommateur va aller chercher. Et donc on a lancé le Lutti Lab.
Alors pour lancer l'outil Lab, on a choisi d'innover également. Au lieu de, pour tous les lancements traditionnels de produits, vous avez des campagnes médias quand vous avez les moyens, pas forcément d'ailleurs toujours. Vous avez des bons de réduction dans les points de vente, vous avez des moyens très traditionnels, vous avez des articles dans LSA. Ben là, on s'est dit non, on va donner la primeur du lancement à nos fans. On a une très grosse page Facebook avec plus de 1 200 000 fans. On est une des principales pages agroalimentaires et on a fait un Facebook Live avec le président de l'outil, Sébastien Berg, qui est là, et avec notre pilote d'imprimante 3D, qui est un opérateur de production, qui est conducteur d'une ligne traditionnelle, et qui a évolué vers ce poste-là, ce qui est également hyper encourageant et motivant pour les équipes de voir qu'on crée des nouveaux métiers, y compris pour des métiers de production. Et donc on a fait un Facebook Live, on a eu 98 000 vues, on a touché 280 000 personnes, et comme on a eu plusieurs publications, en fait, on a touché 500 000 personnes, donc on a lancé notre Lutilab via le digital. Ce qui était en soi également une innovation. Puis on a eu des RP plus classiques sur Internet, beaucoup de télévision, de la presse et de la radio. Et ça continue. On avait encore 2 tournages dans l'usine il y a quelques jours. Alors, quelle est notre offre? Sur le Lutilab, on va trouver de la personnalisation. Et je vais vous montrer. Crée ton bonbon en 3D. On peut créer son bonbon, on peut choisir parmi les formes qui sont existantes, mais on peut également créer un message, on peut imprimer un prénom, on peut imprimer un logo, on peut imprimer un selfie, et on peut en choisir ensuite son goût et sa texture. Voilà. Mais la personnalisation, ça n'est pas que ça. Le consommateur veut aussi son bonbon traditionnel, mais alors que pour lui. Donc on a une partie introuvable, qui sont en fait soit des vieux produits qui étaient très forts sur le marché français, qu'on ne distribue plus et qui restent des produits forts à l'export et qu'on peut retrouver, qu'on dit des bonbons dits iconiques, soit des piñatas. On veut une piñata spécialement pour soi, pour son anniversaire ou l'anniversaire de son enfant, avec la composition des bonbons qui sont les nôtres. Et on est en train de réfléchir à d'autres façons de personnaliser. Donc ça, c'est l'offre Lutilab. On a lancé le Lutilab le 14 septembre. À aujourd'hui, nous avons 28 000, plus de 20 000, pardon, pas 28 000 encore, plus de 20 000 visiteurs qui sont venus sur notre site. Le temps moyen sur le site est de 15 minutes, ce qui est une très bonne surprise parce que c'est un temps moyen très important. 70% des visiteurs ont entre 15 et 34 ans. Et on a de plus en plus de commandes, c'est incrémental. Et puis on s'est dit, si le consommateur veut de la personnalisation, et on a observé ce qui s'était passé dans notre magasin éphémère, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'un client, un consommateur, regardait son bonbon se fabriquer, il le filmait et ensuite il le postait sur les réseaux sociaux. Et là on s'est dit, il y a quelque chose, c'est que si nous on est là pour offrir de la personnalisation, crée ton bonbon, en fait il nous commande sur une appli, on le reçoit dans notre garage qui est à l'entrée de l'usine, on a quelqu'un qui le produit, David, qui l'envoie, et je le reçois par la poste. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir créé mon bonbon? Peut-être pas. Donc on s'est dit, il y a une expérience consommateur qu'il faut qu'on aille pousser, puisque ce qu'on a pu observer, c'est que chacun va filmer son bonbon, et bien en fait on va filmer pour vous votre bonbon. Donc quand vous commandez votre bonbon sur le Lutilab, on vous propose de le filmer, une fois, tout le monde clique oui. Donc quand votre bonbon est prêt, vous recevez un mail en automatique, ton bonbon est prêt, ta vidéo aussi, et vous recevez cette petite vidéo. Et là, vous avez le sentiment d'avoir vraiment fait votre bonbon. Donc, ça vous permet de voir rapidement comment fonctionne l'imprimante 3D. En 3 minutes, là, on est en train de sortir un crabe. Et vous arrivez à créer 28 000 bonbons comme ça? Alors, on n'a pas 28 000 commandes. Par contre, on est en capacité de créer des quantités, alors non pas des quantités industrielles, puisque là, pour se faire, on a un processus industriel, mais on est en capacité de créer des grands volumes. Et d'ailleurs, merci pour cette transition. La surprise a été pour nous de voir qu'on a conçu ce Lutilab sur du B2C, et la surprise a été de voir qu'on a en fait un vrai champ d'innovation à creuser sur du B2B. On a déjà eu des commandes fermes d'un certain nombre de sociétés qui demandaient soit leur logo pour une conférence ou une convention interne, ou une fusée quand c'était le sujet d'un nouveau projet.
On a en ce moment, on est en train de discuter sur 5 autres commandes qui peuvent aller de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de bonbons personnalisés pour des entreprises. D'ailleurs, si vous avez envie un jour de faire le logo de votre ou un produit personnalisé pour votre entreprise en B2B, voilà, ce serait avec plaisir qu'on le réaliserait. Mais là, voilà, on apprend, test and learn, et on découvre en fait qu'il y a quelque chose sur lequel on ne s'était pas forcément beaucoup penché et qui est en train d'arriver et qu'on est en train de creuser. Alors d'un point de vue économique, le choix qu'on a fait, parce qu'en fait c'est quand même pas ça qui fait vivre l'outil aujourd'hui, et c'est pas encore ça qui fera vivre l'outil demain, et donc on doit continuer à maintenir toute l'entreprise sur des processus d'innovation plus traditionnels de lancement de produits tous les ans. Le choix qu'on a fait, c'est d'isoler complètement dans le PNL ce projet et de considérer que c'est encore un projet pendant plusieurs mois, de manière à en faire un vrai retour sur investissement et une vraie analyse dans quelques temps pour lui laisser toute sa chance de pouvoir émerger sereinement. Voilà. Je vous remercie. Merci donc Catherine et Blandine pour ces témoignages. Donc maintenant nous allons tenter de les qualifier et de regarder en fait quels sont les impacts que ces innovations ont sur le modèle économique. Parce que quand on travaille sur le modèle économique, c'est en fonction de l'impact de l'innovation que l'on est capable de se dire si c'est une innovation de routine, une innovation incrémentale, une innovation radicale, une innovation de rupture, voire disruptive. Disruptive, il faudrait prendre en considération l'environnement. Alors juste deux petites choses. Quand je parlais d'ADO tout à l'heure, attention, hein, ADO est une grosse structure, mais ADO est très très flexible, très proactive, puisqu'effectivement ils sont tout à fait dans cette dynamique-là. Donc ils ont réussi à l'intérieur de cette entreprise-là. On a la chance dans la région d'avoir quelques entreprises comme ça qui ont un fonctionnement de start-up. Ce qui est beaucoup plus difficile à bouger, moi je le vois, sont des industries beaucoup plus traditionnelles, ou certaines activités, notamment le bâtiment. Je parlais du bâtiment et des travaux publics tout à l'heure. J'ai encore quelqu'un qui m'a dit, écoute Isabelle, tu nous dis n'importe quoi, depuis les pyramides on construit comme ça, il n'y a pas de raison qu'on construise différemment demain. Luc Doublet tape des points sur la table en disant arrêtez de dire qu'il ne se passe rien dans le secteur du bâtiment. Il est rentré de Chine, hein, si vous voyez un peu ce qui se passe au niveau du bâtiment, ça bouge aussi. Alors, donc ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'un modèle économique en quelques minutes? C'est pour vous expliquer que, vous voyez, à un moment donné, elles ont parlé de cibles, elles ont parlé d'expérience, elles ont parlé de canaux, elles ont parlé d'innovation R&D, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'un modèle économique? Alors un modèle économique, généralement, il n'y a aucun chiffre, hein, donc c'est un outil qui permet de générer énormément de créativité et d'innovation, qui permet généralement en 3 minutes, puisque nous, maintenant, on a formé en tant que business angel, moi je ne regarde pas un business plan s'il n'y a pas de business model. En 3 minutes, on doit savoir ce que vous faites, comment vous le faites, quels sont vos caractères de différenciation, quelle valeur vous apportez au marché, est-ce qu'elle est essentielle ou accessoire, à qui elle s'adresse, quels sont vos points de contact, est-ce que vous les avez bien mis en convergence, est-ce qu'il y avait une adéquation entre proposition de valeur marché, quelles sont les activités, les ressources et les partenaires clés que vous avez montés pour distribuer cette proposition de valeur. Et bien sûr, il y a un principe de réalité. Quels sont les impacts en termes de coûts et en termes de revenus. Et encore là, revenus, il n'y a pas de chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a de la récurrence, par exemple, ou si on est sur des revenus one-shot. Parce que ça nous permet de tester la robustesse des modèles. Donc voilà, alors moi je rajoute personnellement, via les rencontres APM que je fais maintenant depuis 3 ans et demi avec les 1500 dirigeants, là que je vois, on travaille en live sur leur entreprise, je rajoute en fait maintenant 3 dimensions, parce que quand j'ai quelqu'un qui me dit, Isabelle, je veux faire de l'open innovation, mais je veux pas que ça se sache, je lui dis, écoute, soit tu fais de l'open innovation et ça se sait, soit tu continues à faire de l'innovation fermée. Voilà. Donc en fait, il faut bien sûr, et ça c'est très vrai dans vos entreprises, on a eu les témoignages, elles ont tout à fait, Blandine et Catherine, ont tout à fait adapté la culture, l'organisation et le type de management. Si vous mettez en place une stratégie d'innovation, mais que vous restez dans des types de management très classiques, ce matin, quelqu'un, lors de la plénière, parlait de hiérarchie, de baronnie, c'est terminé. S'il n'y a pas de transversalité, s'il n'y a pas d'autonomie, de prise de changement de métier, de changement d'organisation, vous n'y arriverez pas. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir, si on prend l'exemple de Catherine,
l'exemple de Catherine, c'est de se dire, effectivement, la cible, elle connaît très très bien sa cible, donc pour l'instant, Catherine est en B2C, d'accord, elle est en B2C. Elle commence peut-être à être attaquée un peu par des modèles C2C, c'est-à-dire des consommateurs des consommatrices qui vont éventuellement revendre en seconde main. Bon, ça, la lingerie est moins touchée que des secteurs textiles, mais voilà, à regarder de près. Hein. Donc elle est en B2C, alors son idée c'est de se dire, moi ma proposition de valeur, alors la proposition de valeur c'est ce que vous faites, hein, donc quelle valeur vous générez pour le marché. Elle maîtrise, hein, on a bien senti, ils maîtrisent Rouge-Gorge, maîtrise vraiment bien la qualité de leurs produits, la valeur qu'ils génèrent, leur caractère de différenciation, même si aujourd'hui c'est quand même un secteur qui est très concurrencé, ils arrivent à faire la différence. Par contre, en fait, quels sont ces points de contact qu'elle aujourd'hui optimise? Effectivement, pour bien aller toucher sa cible, ce sont les canaux, hein, ce sont ces interfaces, donc les canaux, et l'expérience et le relationnel client. Donc, elle l'a tout à fait expliqué. Alors, ça ne va pas changer sa proposition de valeur ici, contrairement à Blandine. Hein, je vais prendre ton exemple après, j'ai pris mes notes. Contrairement à Blandine qui, elle, offre quelque chose de plus au consommateur, qui est la customisation, la personnalisation. Mais, globalement, elle va effectivement, elle a identifié les différents canaux qui permettaient de faire connaître sa proposition de valeur. Elle a aussi, bien sûr, et je connais très bien parce que j'ai aussi eu pas mal de personnes qui sont dans son entreprise en tant qu'étudiants, aussi bien en formation continue qu'en formation initiale dans le commerce, dans le master commerce électronique de Schema. Elle a tout à fait identifié, parce qu'aujourd'hui la problématique c'est d'identifier, et vous êtes tous, enfin toutes les entreprises sont concernées, hein, c'est identifier en fait la valeur ajoutée de chaque canal, d'accord, qu'elle soit expérientielle, là Blandine on est clairement sur de l'expérientiel, hein, qu'elle soit expérientielle, fonctionnelle, émotionnelle. Voilà. Et ensuite assurer la convergence. Comme dit Catherine, je peux très bien, moi si demain j'ai envie d'aller passer 4 heures à essayer des sous-vêtements, aller dans un magasin physique, et 3 jours après avoir un parcours d'achat complètement différent parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai pas le moral, j'ai pas envie d'essayer, parce que je me sens pas bien dans ma peau, et je vais acheter chez moi sur internet et éventuellement je renverrai si ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment, après, le grand risque aujourd'hui, c'est effectivement, alors c'est une grande difficulté parce que toutes nos DSI, nos entreprises de la région, on connaît tous ça. Hein. Le problème c'est qu'on ne fait pas du cross-canal avec plusieurs systèmes d'infos. Hein. Et que quand on a fait du multicanal pendant des années, et le cross-canal ça ne se fait pas de la même façon. Donc il faut un système d'information intégré qui traverse les différents canaux. Alors ça évolue, hein. Quand on prend Kiabi à l'époque, Jean-Christophe Garbino qui était à la tête de Kiabi, Cyril, il y a 2 ans, il a arrêté Kiabi.com parce qu'ils ont bien compris que quelque part, Kiabi, c'était Kiabi. Il ne faut pas qu'il y ait de point de rupture entre les différents canaux. Voilà. La consommatrice peut très bien aller en magasin, si le produit n'est pas disponible, elle va le commander, le vendeur va quand même être animé. Voilà. C'est sûr que si le vendeur n'est pas animé, il ne renverra pas sur le digital. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que là on voit bien qu'elle se sert de la technologie, d'accord ? Donc la technologie, c'est pas pour ça que c'est du radical, elle se sert d'une technologie qui lui permet aujourd'hui d'optimiser, en fait, je crois que c'est ton contrôle, qui lui permet d'optimiser, en fait, la façon dont elle va aller chercher sa cible, dont elle va satisfaire sa cible, avec une véritable connaissance client. Ils sont très très forts chez Rouge-Gorge en termes de connaissance client, expérience client, relationnel client. Vous voyez, donc là, mais par contre, l'offre finale pour l'instant, et l'offre classique. Deuxième cas de figure, c'est Blandine. Alors Blandine, comme elle le dit très bien, c'est à l'origine, c'est une innovation R&D. Donc une innovation R&D, je bouge un peu, désolé pour les réseaux sociaux, une innovation R&D, c'est ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle lance en fait une nouvelle activité, qui est une autre façon de produire, hein, donc une activité 3D avec une ressource intangible qui est un brevet, qui est déposé effectivement sur ça. Alors, ce qui était à l'origine, ça aurait très bien pu rester une innovation incrémentale et ne pas aller impacter sa cible finale. Je prends un exemple dans l'aéronautique. Là, moi je bosse avec l'industrie de l'aéronautique. Globalement, qu'une pièce d'avion soit faite en 3D ou qu'un siège d'avion soit fait en 3D, quand vous essayez dans le siège, c'est pas votre problème de savoir si c'est fait en 3D ou pas. La seule chose, c'est que ça divise les poids par 4 ou 5. Voilà, donc donc ça va optimiser la partie infrastructure, mais pas forcément l'offre finale. Par contre, tout ce qu'on est en train de faire avec les retailers, avec des gens comme Blandine, certaines personnes qui ont accès directement soit en B, soit en C, c'est de se servir de cette innovation activité. Et là où ils ont été effectivement très très audacieux et très précurseurs, c'est qu'ils se sont servis de cette innovation R&D pour étoffer leur proposition de valeur et en faire une innovation radicale. C'est-à-dire qu'il va changer l'offre finale. Customisation, personnalisation, et regardez même
une innovation R&D a permis à un moment donné d'étoffer une proposition de valeur et leur a permis aussi de s'éloigner de leur cible d'origine qui était le B2C. Donc en fait c'est un outil qui est extrêmement puissant parce que rien qu'avec ça on se rend compte effectivement qu'à chaque fois que l'on bouge une composante du modèle, on a en fait un impact et des potentialités de trajectoire et d'innovation qui sont extrêmement fortes. Voilà, et il y a encore des tas de possibilités autour de ça. D'accord ? Donc l'innovation, hein, alors oui, effectivement, elle est technologique, mais globalement, la 3D, il faut savoir que ça fait plus de 30 ans, on a fêté les 30 ans de la 3D en 2014, pourquoi on en parle beaucoup parce que c'est tombé les brevets sont tombés dans le monde public, et on a aujourd'hui une démocratisation, une appropriation en fait de ces technologies par la consommation, mais c'est quelque chose qui va se banaliser. Ça va être quelque chose au service, par contre, de la customisation, de la personnalisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le consommateur a une vraie volonté de singularité. Mais en B2B aussi, la preuve. Hein, tu as des demandes de B2B. Donc là, on est sur des choses qui sont quand même extrêmement importantes. Alors, juste une chose que je voudrais préciser, avant de leur repasser la parole pour qu'elle rebondisse sur ce que j'ai dit, c'est surtout, alors on n'en parle pas suffisamment, mais je pense que là, elles ont des territoires de création de valeur devant elles. Ce sont en fait les services associés aux objets connectés. Aujourd'hui, nous, on réfléchit énormément sur les objets connectés. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, quand je vois un industriel qui fait ça, d'accord, je lui dis ok, mais ça sert à boire, on s'en fiche. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est comprendre quelle est la connectivité servicielle de chaque produit physique. La tangibilité des produits physiques, elle va disparaître. Ce qui va être intéressant, ce sont les services associés à l'objet. Donc en fait, il y a des territoires énormes autour de ça, autour du serviciel, mais liés aux objets connectés. Il y a pour l'instant un retard en France par rapport à l'Asie et aux États-Unis, mais de toute façon, on va nous l'imposer, puisqu'en 2020, des acteurs comme Samsung ont annoncé qu'ils ne livraient plus aucun produit qui ne serait pas connecté. D'accord ? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une convergence des technologies. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à l'INRIAD avec les chercheurs en sciences dures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une convergence si vous voulez, il y a des posts, hein, des vidéos qui sont sur Internet, une convergence entre la robotique, l'intelligence artificielle et l'impression 3D. Donc aujourd'hui, on fait, contrairement à il y a un an, on fait aujourd'hui des objets légers, sur mesure, complexes, intelligents et connectés. Voilà. Parce qu'il y a une combinaison de ces trois technologies. Donc ça va accroître quoi ? La porosité des secteurs d'activité. Dans le bâtiment, si vous regardez la vidéo qu'on a faite avec Luc Doublé, Rabot Dutir, il y a Antoine Rocco qui est directeur d'innovation Rabot. Le projet le plus abouti en France aujourd'hui, il est porté par Lafarge et Dassault. C'est une start-up, Philippe Novel, X3D. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez en fait des nouveaux entrants qui vont attaquer les acteurs historiques parce qu'on est sur des choses qui seront extrêmement technologiques. Les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, arrivent sur tous les secteurs d'activité. Bâtiments, voitures, santé, alimentaire. Voilà, Amazon arrive dans le secteur de l'alimentaire. Donc aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a en fait une porosité entre ces différents secteurs d'activité. Donc vous voyez bien que l'importance de l'innovation, d'accord, l'importance aussi de créer des écosystèmes d'innovation, hein, parce que voilà, ça se fait aussi par écosystème, hein, vous ne l'avez pas forcément fait seul. Aujourd'hui, on a des gens comme ADO qui ont monté des partenariats avec Frisbees, qui est une start-up spécialisée dans l'économie collaborative, avec TechShop l'idée n'est pas de tout internaliser. Hein. L'idée, c'est d'avoir des partenaires clés qui vous permettent effectivement d'étoffer cette proposition de valeur. Donc voilà un peu la qualification de ce qu'ont fait Catherine et Blandine. Et c'est en fonction de ça que vous allez voir effectivement si vous êtes plutôt sur de l'incrémental, de la routine, de radical, de la rupture. Alors généralement, on part du principe que plus vous allez casser de composantes, plus vous allez raisonner différemment, faire les choses différemment, plus vous allez tendre vers la rupture. Voilà. Par contre, si ça remet en cause votre modèle historique, vous serez en disruptif. Mais comme disait Catherine, le plus grand danger vient d'acteurs aujourd'hui plus petits qui portent les ruptures et qui ont pour objectif de viser en fait des entreprises établies. Alors il faut les porter aussi, ces startups, hein, on en a eu tout à l'heure, ça fait partie, je veux dire, mais c'est à prendre en considération. On est aujourd'hui sur des modèles d'entreprise qui sont directement en compétition, en concurrence, et le moyen de ne pas forcément être en compétition, en concurrence, c'est aussi de créer, vous allez voir, on va beaucoup insister dans les mois qui viennent dans la région là-dessus, des écosystèmes innovants. Vous n'y arriverez pas tout seul. Et moi, quand je passe dans tous les territoires de France, j'étais en Martinique la semaine dernière en APM, je donne l'exemple de la région de Lille, on travaille tous ensemble. Euratech, Pleine Image, les entreprises, les universités, les écoles de commerce, la CCI, on bosse, le PICOM, on bosse tous ensemble. Voilà.
Donc un véritable écosystème. Je vous rappelle qu'on est quand même la première région de France à avoir créé le club Impression 3D avec Dominique Boudin et David Chéron à la CCI. On a 400 acteurs. Dès que je dis ça à une autre région de France, ils s'inscrivent, ils nous envient. Donc on leur dit, créez ça chez vous. Donc il y a vraiment des potentialités très fortes. Donc je vais repasser la parole si vous voulez une des deux réagir par rapport à ce que j'ai dit ou rajouter une dimension sur la qualification. Non ? Alors simplement une petite... Alors je vais clôturer avant de passer la parole à la salle. À la fois, Blandine, alors tout à l'heure quand Catherine disait ma vision, attention, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas changer de vision tous les jours, c'est pas ça que je dis. En fait, l'idée, c'est de se dire, on a une vision, mais on est capable de l'adapter. En fait, c'est ça, parce que quand je prends tes notes, on va voir quelle est la consommatrice de 2020, voir comment évoluer, donc ta vision, elle évolue. Parce que vous avez une vision globale qui est satisfaction du client. Donc dans la satisfaction du client, on peut y mettre beaucoup. Alors pour clôturer, on pourrait dire, c'est assez rare, donc on a beaucoup de chance, vous avez beaucoup de chance de les avoir certains. On a très peu d'entreprises qui aujourd'hui, d'ailleurs c'est quand j'ai lu le dernier Harvard Business Review, j'ai dit elles y sont. C'est ce qu'on appelle une entreprise auto-adaptative, Aladdin, Alibaba, je dis toujours Aladdin, mes étudiants se moquent de moi, je dis toujours ça. Alibaba, donc stratégie auto-adaptative. Alors c'est basé sur quoi? La stratégie auto-adaptative, donc on est au-delà de l'adaptation simple, c'est l'agilité, on en a. C'est de l'adaptation, on en a. Et ce qu'on appelle de l'ambidextrie. Alors j'explique. Ambidextrie, c'est un mixte entre exploration et exploitation, on en a. Donc nous avons la chance d'avoir deux entreprises qui ont aujourd'hui des stratégies auto-adaptatives, voilà, et qui ont témoigné de leur volonté de changement et d'innovation. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Merci à vous. N'hésitez pas à Bon, ça fait beaucoup de choses. Il faut pas bouger. Merci infiniment et quel talent. Écoute, on est impressionnés, on boit les paroles de tout le monde. C'est vraiment des expériences hyper intéressantes et enrichissantes. Moi, j'aimerais quand même que les unes et les autres, vous puissiez quand même réagir, profiter de la présence de Catherine et de Blandine pour poser des questions. Est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a été chamboulé? Est-ce que j'imagine que vous avez envie de réagir. Alors, qui se lance? Moi, j'ai une question. Tout ça, c'est bien. Moi, j'approuve tout ce que vous avez dit. Mais ça coûte de l'argent. Que faites-vous de votre projet financier? Alors, nous, on s'est rendu compte avec les instances de l'APM, je ne sais pas si vous connaissez, donc Association pour le Management, qui regroupe pas mal de dirigeants. On s'est rendu compte que, n'oubliez pas que ce que je vous dis, c'est 80% des innovations sont des innovations process et modèles économiques, management, posture et autres, qui ne coûtent pas grand-chose. D'accord ? L'idée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous, on voit derrière chaque rencontre où j'ai à peu près une vingtaine de dirigeants, on en a 3 ou 4 en fait, qui bougent, seuls avec leurs équipes, et qui mettent en place ces stratégies d'innovation, et qui n'ont pas, en fait, il n'y a pas ce côté financier à partir du moment où on a la capacité. C'est pour ça que je vous dis que seul, vous n'y arriverez pas. À partir du moment où on a des pépites ici, on a énormément d'étudiants partout de toutes les écoles qui créent des startups. L'idée n'est pas d'internaliser, d'acheter toutes vos imprimantes, d'acheter tout ça. L'idée, c'est de monter des écosystèmes innovants avec des logiques de partenariat gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, 80% des innovations ne sont pas forcément des innovations qui sont coûteuses. Alors effectivement, quand on a une industrie aéronautique qui décide d'acheter une imprimante, par exemple, 3D métal, et encore, quand je leur donne les chiffres, en 2014, ça valait 2 millions d'euros. En 2015, ça va aller 200 000 euros. Et là, les Chinois vont le sortir pour la fin de l'année pour 20 000 euros et on pourra la poser sur une table, l'imprimante métal. Donc on a en fait une banalisation de ces technologies qui rend les innovations tout à fait... Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est pas la contrainte financière, c'est la contrainte, et ce qu'on n'a pas ici, c'est la contrainte en termes de culture. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit encore il y a 5 semaines, Isabelle, tu fais suer. Depuis les pyramides, on construit comme ça, il n'y a pas de raison qu'on construise différemment. Quand on parle de covoiturage, elle me dit non, il n'y a pas de raison. Alors après, il y a un principe de réalité aussi. On n'a jamais vendu autant de voitures qu'aujourd'hui. Quand on a 4 enfants, c'est compliqué de faire du covoiturage. Donc nous, on regarde les évolutions. On ne sera pas sur le 100% covoiturage, parce qu'il y a un principe de réalité. D'accord ? Quand on aime les belles voitures, on va continuer à acheter de l'Audi. Quand on a 4 enfants, on a de la fonctionnalité. Par contre, tous ceux qui souffrent, ce sont les middle gamme. Parce qu'ils ne répondent pas à des logiques de fonctionnalité, ils ne répondent pas forcément à des logiques de valorisation de soi ou des logiques symboliques.
Donc ça, il faut prendre ça en considération. Mais ce qui m'embête plus, moi, c'est par rapport à des anglo-saxons, hein, j'ai fait Londres, République tchèque, Benelux, l'île Maurice, c'est notre culture. To think out the box, on ne sait pas faire, les Français. Alors les petits jeunes qu'on a eu ce matin, oui, hein, ceux qui étaient sur le plateau, ils sont bons. Hein, je peux vous dire que ceux-là, ils sont bons. Hein. Mais c'est pas ce niveau-là, je parle. C'est toute la préparation, je suis d'accord avec l'interne. On va peut-être demander aux personnes qui ont mis en place. Mais la mise en place, quand vous devez aller sur le marché, vous avez des besoins financiers forcément. En fait, oui et non. Ça dépend de ce que vous allez chercher. L'objectif, on peut être très innovant et très agile comme ce que l'on a cherché à faire, à un coût tout à fait acceptable, qui peut être un investissement comme vous en avez dans la R&D ou dans le développement. Et donc, très objectivement, en ce qui nous concerne, ça n'a pas été un gouffre financier. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on a choisi de l'isoler dans notre PNL pendant 1 an, en exercice fiscal. En fait, on a donc un peu plus, puisqu'on a commencé en septembre, de manière à le suivre de très près et à suivre justement cette dimension coût et retour sur investissement pour que ça ne plombe pas notre business, mais on ne veut pas non plus tuer cette innovation avec trop de coûts. Donc on trouve le juste équilibre, et en fait, on a aujourd'hui des technologies et de l'agilité qui permettent, et des idées, et l'intelligence collective est très forte sur ce sujet-là, qui permettent en fait d'avoir des innovations qui semblent qui sont waouh, et en termes financiers qui ne sont pas si impactantes que ça. Je sais pas si tu veux ajouter. Oui, je suis complètement en phase. Et c'est la manière dont on le fait, c'est-à-dire en test and learn, et les technologies peuvent le permettre. Auparavant, je pense que l'industrialisation, les moyens étaient très lourds. Et quand si on continue comme ça aujourd'hui, vous le mettez en place, c'est trop tard. Enfin, il y a une nouvelle technologie qui est déjà arrivée, donc, ou des nouvelles choses. Donc on peut faire des choses pas trop chères. À un moment donné, il y aura des investissements à faire. Mais vous aurez prouvé que votre investissement est rentable. Voilà. Et sans en mettre beaucoup d'argent au départ. Enfin, en tout cas, suivant certains métiers, après, tout est relatif. Donc, je pense que c'est faisable si on le fait de la manière dont font les startups. Bon, après, ils font quand même des appels de fonds, hein, mais quand ils vont déployer. Et je pense que ça, c'est une question de posture, de capacité à faire, de réflexion et de moyens, et on peut. Nous, on sait qu'on fera peut-être de la personnalisation un jour. On se dit, si un jour le prêt-à-porter invente des produits intégrés, la lingerie intégrée, systématiquement, vous l'avez parfois dans des t-shirts de sport, mais je suis d'accord, est-ce que ça tuera 100% de l'achat lingerie ? Je ne sais pas. C'est-à-dire de dire, mon soutien-gorge, il est intégré, mais on enlève tout le plaisir du sous-vêtement pour d'autres usages, on va dire. Hein, voilà. Et donc, ça sera, peut-être que ça peut être pratique d'avoir le t-shirt avec le soutien-gorge intégré ou le pantalon avec le sous-vêtement intégré. Le tout, c'est que vous puissiez dire, ça peut exister, ça peut arriver. Donc, si ça arrive, comment moi je me comporte ? Et donc, si vous êtes toujours en ouverture, vous allez les voir arriver. Je fais partie de ceux où je pense que ça ne sera jamais 100% de remplacement. Mais peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, je serai peut-être plus là pour le voir, et ça sera peut-être arrivé. Mais voilà. Je pense qu'on est plutôt dans la polyvalence que dans... je ne crois pas non plus que toutes les maisons seront faites peut-être en 3D. Voilà. Vous avez vu que Karl Lagerfeld avait sorti des collections en 3D, en impression 3D aussi. Oui, voilà. Donc ça, en textile, c'est tout à fait possible. Et peut-être un soutien-gorge demain, même si la technique est compliquée pour un soutien-gorge, un t-shirt c'est parfois plus facile. Je pense que ça peut être de l'ordre de l'innovation. Est-ce que demain 100% remplacerait ? C'est en plus, ou à côté, ou dedans. Voilà, moi, à ce stade. Voilà. Je vous remercie pour vos interventions, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. J'aimerais avoir votre regard sur justement les rapprochements aux coopérations dans une idée darwinienne avec des startups, dans une idée justement on dépense 0 €, en disant il y a une autre société, alors startup ou PME ou partenaire, qui peut faire le truc avec moi. Et dans un deuxième, toujours dans l'esprit startup que vous avez proposé,
est-ce que, grosse société mature comme vous êtes, vous oseriez le fake it before you make it? Donc proposer le produit, et si ça prend, commencer à s'inquiéter pour le faire. Comme ce que font les startups en disant c'est bon, tu peux y aller, tu peux acheter, et puis derrière c'est des ciseaux et du scotch pour le fabriquer. Premier point, typiquement ce qu'on a fait nous sur le développement de l'imprimante 3D, notre métier, ça n'est pas de construire et d'inventer des imprimantes 3D. Notre métier de base, c'est d'inventer, de produire et de vendre du plaisir. Donc à partir, je parlais de la vision tout à l'heure, nous on a aussi une vision qui est d'apporter des plaisirs uniques à tous, c'est pas une vision qui est liée uniquement à la 3D. Donc l'idée, c'est d'avoir en effet les bons partenariats avec des startups ou d'autres entreprises qui sont sur des développements qui peuvent nous intéresser. Voilà. Donc, quand je parle d'une innovation R&D, c'est plutôt donc, sur les formules et sur les composants et la manière dont les composants dans nos formules interagissent entre eux. Après, il y a eu une entreprise qui a travaillé sur le développement de la 3D, de l'imprimante 3D en lien. Voilà. Et donc, on avait un intérêt commun et ça permet, un, de réduire les coûts et deux, on s'est apporté mutuellement du développement. Ensuite, est-ce qu'on peut fonctionner comme une start-up? J'ai envie de dire, quelque part, en état d'esprit, oui, il faut pouvoir se dire que c'est possible. Pour autant, il faut aussi pas tout miser dessus, et surtout sur on n'est pas une start-up. Si je parle de l'outil, on est une entreprise qui fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 400 salariés. Penser comme une start-up, c'est un petit peu dangereux aussi, donc il faut être en capacité d'avoir cet état d'esprit, tout en étant en capacité de continuer à produire et à exister sur ce qui fait aujourd'hui quand même notre business model. Voilà, donc mais pour autant, on voit bien que dans ce qu'on a fait, finalement, on est un peu sur du test and learn en lançant des choses et on voit ce qui prend et on pousse derrière. On savait déjà comment répondre à la demande. Et alors pour l'expérience que vous avez sans doute un regard à partager, là pour les bonbons, quand vous faites le pop-up store, il y a une machine qui marche, c'était la même que c'est avec la PME que vous avez travaillé. Quand finalement les investissements sont assez réduits et que vous êtes imposé de quitter peut-être des habitudes de grands groupes en disant si je suppose par exemple juste le site, ça va prendre un cycle de 4 mois avec 2 agences plus un prestataire. Si vous avez dit non, on fait juste la page et puis d'abord les gestionnaires sur la page, on va changer. Alors en fait, bon, d'abord on n'est pas un grand groupe, ce qui nous donne quand même beaucoup d'agilité. C'est-à-dire que je vous ai donné des chiffres, mais en fait, on n'est pas un grand groupe, on est une grosse PME, une petite ETI, ce qui nous donne énormément d'agilité dans les décisions, dans les idées, dans la possibilité de changer d'avis aussi ou s'adapter. Ce pop-up store, c'était hyper important pour nous pour tester, c'était hyper important pour nous en termes d'image. En termes d'investissement, c'est beaucoup moins cher qu'un lancement produit traditionnel sur lequel vous mettez un peu de moyens sur du média ou autre chose. Et il fallait le prendre aussi comme ça, puisque tout à l'heure, je disais, en termes d'enjeu, on a aussi un enjeu fort qui est l'image. On est dans notre ADN des inventeurs. On est reconnu comme étant l'acteur le plus innovant par le marché. On se doit aussi de continuer à apporter cette image-là, et ça nous va bien parce qu'en Suissant, on est parfaitement en phase avec cette image. Donc tout ça, on l'a apporté via ce pop-up store. Derrière, on savait que le jour où on serait live, parce qu'on a une page Facebook avec 1 200 000 fans, on est aussi très présent sur Twitter et Instagram. On voit bien la réactivité des réseaux sociaux, et là, il ne faut pas se planter. Voilà. Et donc, on savait que le jour où on lancerait l'Utilab, il marcherait. Voilà, le site marcherait, quand bien même on a ajusté, adapté, le site marcherait, et il faudrait qu'on soit en capacité, un, d'avoir un site qui marche, et deux, de pouvoir livrer les produits tels qu'on s'était engagé à le faire. Donc ça, c'était important. Je comprends l'engagement et vous avez raison. Ou alors, pire, parce que j'insiste par les formes pour le réseau social. Ouais, ou alors pire merci. J'aime bien aussi parler au micro. Ou de tester les préventes comme font les modèles que vous connaissez de vendre avant de produire, de crowdsourcing ou funding pour ce coup-là. Une autre question ?
Juste une remarque par rapport à ce que vous évoquiez sur la manière de ne pas mettre en péril un business model en faisant de l'innovation. Dans une autre vie assez récente, mais une autre vie, j'étais dans un grand groupe de distribution. Et pour gérer cette innovation, à la fois pour ne pas pénaliser le business model et pour ne pas abîmer la marque, justement, il y a aussi cette notion de ne pas abîmer la marque, on a créé, parce qu'on pouvait le faire, des filiales. Et une autre solution, c'est quand on n'avait pas les compétences pour innover, on a externalisé certes, mais on est aussi allé en veille chercher des startups qu'on a absorbées. Ça aussi, c'est une manière de créer de l'innovation en absorbant ces savoir-faire externes pour éviter que ces gens-là créent de la rupture, nous obligent à nous disrupter de manière un peu plus compliquée. Donc voilà, c'était juste pour faire cette remarque. Alors, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les gros groupes ont compris, enfin, je ne parle pas d'entreprises PME comme ça, mais les gros groupes ont compris qu'ils n'avaient absolument pas intérêt à internaliser tant que la technologie n'était pas mature. C'est sûr que le jour où la technologie sera mature et qu'ils auront intérêt à rapatrier, ils vont rapatrier, hein. Ils vont pas. Mais c'est la grande difficulté. C'est pour ça que là, les échos, il y a un numéro spécial sur les écosystèmes innovants, partenariat, start-up, groupe établi. Parce que l'idée n'est pas non plus simplement de récupérer le savoir-faire des startups et de les absorber de façon plus ou moins délicate quelques temps après, quoi. Donc voilà, il y a un vrai, je pense qu'il y a un véritable engagement à avoir de la part des groupes dans cette mise en place de partenariat avec les startups. Il faut savoir que de toute façon, un business model ne se protège pas. Contrairement à la seule façon de protéger un business model, c'est justement de passer des partenariats exclusifs avec des personnes qui détiennent soit une technologie, soit effectivement un savoir-faire, quelque chose, voilà. Mais après, un écosystème, effectivement, ça se gère. Et les startups ont besoin de savoir que vous ne les rapprochez pas simplement pour bénéficier, comme vous le disiez, de la technologie et pour éventuellement les absorber après parce que vous considérez que ce sera plus rentable d'internaliser parce que la technologie est mature. Donc là, voilà, il faut qu'on sache faire ce que font d'autres, mais c'est vrai qu'on a encore de la difficulté à travailler dans cette logique-là aujourd'hui. Il faut savoir qu'on considère que normalement le partenariat est une alternative à l'intégration capitalistique. Hein. Donc si vous arrivez sur de l'intégration capitalistique, on est plus dans cette logique d'écosystème et de partenariat. Après, c'est sûr qu'il y a pas mal de jeunes qui sont tentés de céder leur entreprise. Hein. Bon, voilà, c'est un autre débat. Hein. Mais voilà, c'est pas toujours fait de façon soft, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi à prendre pour les startups. Moi, je les mets en garde par rapport à ça. Je leur demande de verrouiller un max, quoi, pour pas se faire absorber 3 ans après, sans vraiment le vouloir, parce qu'ils n'ont pas les moyens de financer leur croissance, quoi. Quand vous faites entrer les gens au capital, après, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est ça, mais ça dépend de l'objectif. Si la volonté, c'est de créer une boîte et de la vendre 5 ans après, c'est différent. Mais c'est pour ça qu'on a beaucoup aujourd'hui d'initiatives au crowdfunding, parce que quand on est en crowdfunding, on a même aujourd'hui des plateformes américaines Quickstarter qui font du crowdfunding de prêt. C'est-à-dire que vous allez prêter, et puis effectivement, on en discutait récemment avec quelqu'un, vous allez prêter, ça va être remboursé, et quelque part, vous gardez effectivement la tête de l'entreprise, quoi. Donc attention, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Et on a un très bon témoignage là. De ce côté-ci, on n'a pas eu beaucoup de... Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'individu ou de l'homme qui sont dans les entreprises, mais souvent l'innovation, c'est la captation des signaux faibles. Beaucoup d'entreprises ont périclité parce qu'elles ont été incapables ou bien de les capter, ou bien de les transformer en opportunités pour elles-mêmes. Et dans des organisations, il faut aussi regarder les individus qui la composent. Il y a des gens qui sont capables d'innovation. Il y en a qu'il ne faut surtout pas mettre en innovation. De la même manière, il y en a qui ne veulent faire que de la routine. Et un des grands rôles pour l'innovation, c'est d'identifier le capital humain que l'on a et de l'organiser en conséquence. Enfin, c'était simplement une réflexion par rapport à ce qui était dit précédemment. C'est pour ça que vous avez les 3 composantes, en fait. C'est pour ça que vous avez les 3 composantes culture, organisation. Parce que là, je vous rejoins tout à fait. Parce qu'au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte que finalement, oui, ils voulaient faire de l'innovation, mais ils ne mettaient pas en place. Alors, il y a eu des initiatives dans la région qui sont très intéressantes. Par exemple,
Quand on prend Co-Creative Attitude dans le groupe Auchan, ça a été une vraie réussite. Mais quelque part, comme je disais, il y a aussi une vidéo où il y a Arnaud Mullier à l'époque avec Vincent Cassagne et puis j'ai oublié celui qui est parti, le directeur général d'Auchan, son nom. Le dernier, l'avant-dernier, enfin bref, c'est pas grave. Vincent Mignot, Vincent qui est sur le plateau. L'idée c'est de comprendre qu'avant de faire du crowdsourcing, parce qu'aujourd'hui ils font du crowdsourcing, ils font de la co-création, ils ont eu aussi le LSA d'innovation, c'était de le faire en interne, effectivement. Mais après, là où par contre c'est déjà un a priori, je pense, dont il faut se méfier, c'est quand vous dites attention, on ne peut pas mettre l'innovation dans les mains de n'importe qui. Mais ça veut dire que si déjà on opte pour ce raisonnement-là, c'est-à-dire qu'on n'ouvre pas vraiment. Donc après, c'est à nous de faire le tri, de savoir ce qui peut être pertinent ou pas pertinent. Mais je crois que l'accès à l'innovation doit être donné à chaque salarié, être capable effectivement de capter ça. Alors, l'innovation de routine, attention, hein, des salariés qui vont vous amener de l'innovation de routine, par exemple, je pense à des personnes en usine qui vont vous ramener des innovations de routine ou une façon de faciliter, par exemple, l'utilisation de machines, c'est tout aussi important que celui qui aura une idée qui va... Voilà. Donc je pense que... Voilà. Mais c'est surtout... c'est pour ça moi j'ai rajouté ces 3 composantes. Si vous n'avez pas la culture, si vous n'avez pas l'organisation, et si vous restez sur un management hyper hiérarchisé, sans délégation de responsabilité, vous n'arriverez à rien. Et c'est bien le problème français, c'est qu'aujourd'hui... Et le problème français, c'est qu'on a une très mauvaise relation à l'échec, et quand vous avez un salarié qui se plante ou une initiative, elle est sanctionnée. C'est la seule chose qu'on ait envie aux anglo-saxons, c'est la relation à l'échec. C'est la seule chose que je leur envie, sinon j'en ai rien. Mais notre relation à l'échec, elle est vraiment très, très, très difficile et très prégnante en entreprise. Je réagis juste par rapport à l'échec, c'est parce que le système éducatif est comme ça. Hein. Donc, notre système éducatif. Voilà. Mais je rebondis à ce que vous avez dit. Enfin, nous, je pense qu'on est à peu près... On ne se connaissait pas avant, mais on a beaucoup de points communs. Nous, on croit beaucoup à l'homme, ou la femme, hein, même si notre monde d'entreprise, 95% sont des femmes, donc les hommes sont hyper heureux. Les innovations de routine ou incrémentales et tout ce que nous mettons en place, on travaille avec les collaborateurs. Nous, on pense beaucoup au développement de cette intelligence collective. Alors, on en fait aujourd'hui un mot, enfin voilà, mais on en faisait sans que ça ait de nom d'intelligence collective si vous partez des collaborateurs comme vous partez des clients. Voilà. Et nous, voilà, c'est notre manière de fonctionner en transversalité, en proximité, que ce soit dans les magasins, que ce soit au siège. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, de voir, on espère toujours ces signaux faibles. On l'espère, hein, parce que c'est ce qu'on souhaite tous, c'est de ne pas se faire, à un moment donné, doubler par la droite ou par la gauche. Voilà. Juste pour revenir sur l'innovation de routine, l'innovation de routine process, les 80% dont vous parliez, est beaucoup plus complexe, en tout cas de mon expérience, à mettre en œuvre dans une entreprise parce qu'elle s'attaque à des habitudes, à des schémas mentaux, à des précarés, à des silos, enfin toutes cette sorte de choses. Moi, je l'ai vécu très difficilement sur des innovations de process que j'ai voulu mettre en place, qui ont été beaucoup plus délicates à mettre en place que de créer une nouvelle enseigne, que de créer un nouveau produit, que de créer un nouveau concept. Et puis ça, parce que ça se voit pas. Parce que c'est pas bien marketé, parce que ça ne brille pas, alors que le reste, ça fait parler, ça fait le buzz, ça donne de l'image de marque. Voilà, c'était toutes les remarques. Bien, écoutez, tout le monde a pu s'exprimer, c'est super. 1000 merci pour vos exposés, c'était vraiment hyper intéressant. Donc bravo à vous 3, bravo pour votre parcours de femme, de dirigeante et de tout ce que vous nous apportez. Donc je vous propose qu'on les applaudisse très fort. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini, c'était le direct de Facebook, c'était super.